Donc là, j'évoque évidemment la notion de télétravail, l'émergence de besoins nouveaux ou de valeurs qui sont portées différemment par les nouvelles générations. Il y a aussi tout le côté internationalisé et puis ensuite finalement quelque chose qui redevient un peu plus local. Voilà, il y a énormément de choses qui viennent agiter nos organisations et dans lesquelles se posent des vraies questions aujourd'hui, notamment au niveau RH, mais même pour tout manager, pour toute personne qui est en lien avec le monde du travail. Comment est-ce qu'on fait pour garder les gens motivés, pour retrouver de l'engagement dans ce qu'on fait, pour redonner du sens à ce travail collectif qu'on a à mener ensemble pour pouvoir défendre la valeur ajoutée. Donc là, il y a vraiment des enjeux d'attractivité, puis de fidélisation des talents dont on a besoin pour pouvoir mener les activités, et ça, c'est pas toujours évident. Ça pose aussi les notions de cohésion, la distance, installer beaucoup de choses sur lesquelles ça permet à la fois, grâce à la technologie, d'être en lien malgré les Covid, malgré le fait que les gens n'habitent plus à l'endroit où ils travaillent. Donc ça a ouvert des possibilités qui sont très intéressantes. Et en même temps, ça a aussi un peu effrité ce lien que les gens pouvaient trouver quand ils se retrouvent autour de la machine à café, quand on surmonte des difficultés ensemble en étant présents. Donc retrouver des clés de cohésion et recréer du liant quand il y a beaucoup de turnover, quand il y a de la distance qui est installée, c'est pas forcément évident. Finalement, ça nous parle d'une autre façon de quelque chose qui existe autour de nous et qui existe depuis des millions d'années. Parce qu'un écosystème, finalement, c'est composé par une communauté d'êtres vivants qui est dans un certain environnement, qui est conditionné par l'influence de cet environnement qu'il y a autour de lui, et dans lequel, finalement, les différents êtres vivants qui le composent vont être en interaction. Et il y a certains principes qui vont agir derrière ça. Il y a aussi un équilibre qui va se faire dans cet écosystème. Et donc, c'est en ça que ça me paraît intéressant d'aller regarder justement ce que le vivant peut avoir à nous apprendre. Mais avant d'aller vers ça, je voudrais déjà revenir un petit peu sur l'origine de l'approche que je vous propose aujourd'hui, qui est le biomimétisme. Donc, je me suis formée il y a quelques années. Et le biomimétisme, ça part du principe que, certes, l'homme s'est toujours inspiré de la nature. Que ce soit pour voir la foudre toucher un arbre et se rendre compte que ça fait du feu, que ce soit pour observer certaines plantes, un animal qui va manger une plante et se soigner avec, on a su faire pareil, que ce soit pour des inventions, que ce soit pour l'art, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quelque part, on a toujours fait ça et on va toujours faire ça. Par contre, ce qui est nouveau derrière le biomimétisme, c'est une démarche qui est scientifique et proactive, qui va viser à aller chercher dans la nature des solutions et non pas simplement être opportuniste dans le fait de se dire « Tiens, j'ai accidentellement observé quelque chose, et si j'en faisais quelque chose d'autre pour moi ?» Là, c'est assez différent. Donc, c'est une vraie discipline scientifique assez nouvelle qui a été théorisée et vulgarisée par Janine Benyus aux États-Unis, donc à la fin des années 90, sous le nom de biomimicry en anglais et le biomimétisme en français. Et c'est grâce à Gauthier Chapelle que cette démarche est arrivée en Europe plutôt au début des années 2000, et avec notamment la création d'un conseil d'observation et quelque chose qui est un ouvrage qui a permis de vraiment vulgariser et de se rendre compte de ce qui se passe derrière cette inspiration du vivant et comment est-ce qu'on peut tirer le fil pour plein de disciplines qui existent. C'est une méthodologie scientifique, donc il y a des étapes, il y a des protocoles, il y a des clés, et ça nécessite, ce qui est très intéressant, de vraiment mobiliser des personnes qui sont expertes de domaines très différents. Là où la science est parfois cloisonnée, où chacun est très spécialiste de sa discipline, aller vers une démarche biomimétique, ça demande de faire dialoguer un industriel avec un biologiste, un spécialiste du comportement animalier avec un chimiste. Voilà, il y a vraiment besoin d'aller chercher les compétences là où elles sont, pour pouvoir trouver les clés. Donc concrètement, comment ça marche? L'idée, c'est de se dire, on se pose une question. Typiquement, aujourd'hui, la climatisation est une des grandes sources de pollution et de réchauffement climatique. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de climatiser et quand même rafraîchir des espaces qui peuvent être très chauds en termes d'habitat? Donc là, c'est le problème que nous avons à résoudre en tant qu'être humain. Donc comment est-ce qu'on va transposer ça dans le domaine du vivant? On ne va pas dire qui n'utilise pas de clim. Dans le vivant, il n'utilise pas de climatisation.
Pour autant, c'est comment est-ce qu'on fait pour réguler la température dans un espace de vie. Ben ça, il y a plein d'êtres vivants qui ont répondu à ça. Donc l'idée, c'est d'aller chercher les spécialistes qui vont permettre de nous décrire ce que eux connaissent très bien et comment certains êtres vivants ont pu répondre à cette question. Et ensuite, l'idée, c'est de faire le tri dans les différentes solutions qui existent et quelles sont celles qui sont les plus facilement transposables et durables pour nous en tant qu'êtres humains. Donc, dans notre domaine, qu'est-ce que ça veut dire de faire ça? Aussi, dans le vivant, il y a 4 principes qui vont être fondamentaux. Le premier, c'est la parcimonie. Donc, la vie fait attention à ne pas surexploiter ses ressources. Donc, comment est-ce que dans une entreprise, on fait attention à ne pas surexploiter les ressources? Alors, les ressources financières, on y veille, hein, ça, il y a des métiers à part entière pour ça. Mais dans quelle mesure on veille aussi à la durabilité, à la circularité des ressources qu'on utilise pour produire, si on fabrique des produits? Comment est-ce qu'on fait pour faire preuve de parcimonie et d'efficacité et d'optimiser quand on construit des services, par exemple? Et puis, comment est-ce qu'on économise aussi nos ressources humaines avec l'énergie et les talents qu'elles peuvent mettre au service du collectif? La coopération va nous parler beaucoup d'échanges d'informations, de comment s'installent les relations, et puis de privilégier ce qui est à proximité, ce qui est local. Le vivant, lui, se construit avec ce qu'il y a autour de lui. On ne va pas le chercher à l'autre bout de la Terre. Il ne peut pas se le permettre. Et puis, la question d'optimisation. Quand on a pléthore d'informations autour de nous aujourd'hui, comment est-ce qu'on va aller sélectionner le vrai du faux? Qu'est-ce qui va être l'information pertinente? Comment on ne se construit pas des usines à gaz, par exemple, en termes de data? Parce que on est emballé par le fait qu'il y a plein de données. Mais oui, mais lesquelles vont être les plus parlantes et pourquoi faire? Et au service de quoi? Et puis, la notion de responsabilité qu'on retrouve, puisque dans un écosystème qui fonctionne bien, chacun contribue au maintien de l'équilibre. Donc, chacun a vraiment son rôle et sa place et s'ajuste en permanence pour permettre que l'équilibre soit préservé. Pour moi, derrière cette approche-là, on peut aussi bien aller accompagner le développement individuel que travailler sur les relations. On peut mobiliser l'intelligence collective, s'inspirer des stratégies d'adaptation dans le vivant, de résilience, mais aussi de tout ce qui est créativité, innovation, nouvelles organisations. Donc c'est très riche, mais c'est quelque chose sur lequel plus on partage entre disciplines et entre pairs et on en échange au sein des entreprises, plus il va y avoir, je suis persuadée, d'autres axes qui peuvent émerger et être intéressants à explorer.